Bien, écoutez, nous allons démarrer ce webinaire dédié aux néobanques. Bienvenue à toutes et à tous. Donc, nous allons passer 1h30 environ ensemble, mais surtout avec nos 5 invités. Marie de Grand-Guillot, Cyril Chiche, Jérémy Rosselli, Carole Dananché et Maëva ont vu les tendances, les actualités, les phénomènes clés qui caractérisent l'industrie des... Et en matière de péripéties, c'est vrai que la saga des néobanques n'en manque pas, que ce soit en France ou à l'étranger, avec des déconvenus, des errements, mais également des succès. Et c'est ce que nous allons donc voir ensemble. C'est pourquoi je voudrais donc remercier et de nouveau saluer nos 5 intervenants et en guise d'introduction pour lancer le débat, leur demander si l'on prend cette dernière année qui vient de se passer sur le marché, quels sont selon vous les enseignements, les événements clés qu'il faudrait retenir, qu'il s'agisse d'événements ou d'actualités clés en France ou éventuellement à l'étranger. Qui veut se lancer? Marie, allez, je te lance le bâton. Chaud. Qu'est-ce qu'on retient de 2024? Oui. Moi, je trouve que c'est toujours des années. En tout cas, alors là, je suis très focus nickel. Donc, tu me parles du marché, mais chez Nickel, je pense, comme dans toutes les entreprises qui sont représentées là, sont des années très intenses parce qu'on est encore, pour moi, des entreprises qui relevant un nombre de défis incroyables. Donc, tous les ans, à l'intérieur de l'organisation, il y a beaucoup d'énergie, beaucoup d'engagement, plein de projets, que ce soit des réglementaires, des projets visibles de l'externe, pour les clients, des réorganisations, voilà, plein de défis. Plein de défis globaux. Après, je trouve que peut-être je peux prendre une idée, parce que je pense qu'après, il y aura d'autres idées à regarder. C'est que l'année dernière, je pense qu'on a vu des acteurs un peu structurants fermés, historiques, qui s'étaient lancés. Les Orange Bank, enfin des gros acteurs, il y en a un peu de chaque catégorie, que ce soit des grands acteurs non services financiers qui avaient tenté une aventure pour devenir banque, que ce soit des jeunes pousses qui ont tenté de disrupter un bout de leur chaîne de valeur. Et on se rend compte qu'on va être dans une phase où la solidité et la robustesse des modèles économiques de chacun est la seule façon de pérenniser le développement de nos entreprises. Donc je pense qu'il y a eu quand même un switch, si tu prends le temps un peu long du monde sur les 10 dernières années, un switch de je suis très produit, je suis très service client et je vais faire l'attraction le plus possible vers la pérennité de mon modèle. Et donc, je pense que chez tous nos acteurs qui sont représentés là, ou même d'ailleurs, je pense, chez tous les acteurs qui sont rentrés un peu après dans le marché, il y a des logiques d'efficacité qui sont plus des logiques d'acteurs traditionnels qui sont quand même au cœur de nos enjeux pour arriver à trouver des modèles pérennes. Bon, moi, je retiens cette idée-là de switch. Et puis, pour l'illustrer, c'est vrai que chez Nickel, nous, on est rentable depuis 2018. On a un modèle un peu hybride, tous assez différents ici. Et ça nous amène beaucoup de sérénité dans la construction du modèle futur. Cette rentabilité s'améliore tous les ans. Et donc, on est capable quand même, comme ça, d'investir à notre mesure sans demander d'argent ailleurs. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très structurant pour la capacité à construire un modèle pérenne dans le futur. Merci Marie. Est-ce que à tes côtés, virtuellement, s'entend, il y a des commentaires ou des ajouts sur un peu ces tendances génériques que vous avez observées? Ouais, je vais en rajouter une couche là-dessus. Alors, sur les sujets de rentabilité, de toute façon, ça a toujours été un sujet qui allait arriver et qui a été accéléré depuis 2021, 2022, où les financements sont asséchés. Donc, de toute façon, il y a une attente des investisseurs pour les fintechs qui étaient d'être rentables. Et on l'a vu aussi pour les grands acteurs, soit d'être rentables, soit d'être plus rentables, parce que ING, c'était pas un sujet de rente, enfin, c'est un sujet qui était pas assez rentable. Donc, on voit vraiment que le sujet de la rentabilité est assez clé pour les anciens ou pour les nouveaux acteurs. Donc, là-dessus, je pense que on l'a vu. La deuxième chose aussi qu'on peut voir, alors il n'y a pas d'analyse exacte, mais on voit que, pour faire simple, à peu près 50% des nouvelles ouvertures de comptes
en France, en fait, elles sont faites par des néobanques, enfin des fintechs, hein, pour être clair. Et ça, c'est en ouverture absolue. Parce que si on regarde en ouverture nette, on doit être pas loin de 80 ou 90% des ouvertures, hein. Donc aujourd'hui, la croissance du marché, elle se fait chez les nouveaux acteurs. Et ensuite, après, je pense que c'est un peu une tendance plus générale où bah, on drive un petit peu le marché de manière générale en termes d'innovation, et je pense qu'on en discutera un petit peu, mais la réalité, c'est que maintenant, bah, tout se fait sur l'application bancaire, enfin sur l'application sur mobile, donc de toute façon, il y a une convergence, et tout le monde va se battre un petit peu sur ce, en tout cas, une grosse partie de la bataille va se faire sur ce segment-là. Très bien, merci Jérémy. Des ajouts, des commentaires, Cyril? Oui, évidemment, 2024 a été une année un peu particulière pour nous, puisque c'est l'année où on a lancé notre marque bancaire, Sumeria, et ce faisant aussi le premier compte courant, enfin le seul, même on a lancé le seul compte courant rémunéré par une institution bancaire française. Je crois que c'est toujours le cas aujourd'hui, d'ailleurs. Et mon sentiment, c'est que 2024 va être une année de bascule, pas parce qu'on a lancé Sumeria. Évidemment, on est content de participer à ce mouvement de bascule, mais on voit bien aussi que tous les grands groupes bancaires traditionnels qui travaillaient sur ce sujet-là depuis longtemps ont décidé d'investir massivement dans leur marque en ligne et d'en faire leur porte-étendard. Ça suit évidemment les succès, entre guillemets, mais quand même assez visibles, et les annonces de succès de Boursorama, devenu Boursorama entre-temps, et avec ce sentiment de FOMO des autres grands groupes. Et tout ça crée une dynamique qui est une banque en ligne, qu'elle soit mobile, en fait, peut-être mon compte primaire. Et ce n'est pas quelques acteurs considérés comme des disrupteurs qui le disent, c'est tout le monde. Et si tout le monde le dit, alors ça va pouvoir commencer en vrai. Et donc cette transformation du modèle de la banque primaire, je pense, a vraiment démarré en 2024 à l'échelle de l'ensemble du marché, au moins en France. Maëva, Carole, vous voulez ajouter quelque chose sur ce panorama? Ouais, c'est difficile de passer en dernier. Hein. C'est difficile de passer en premier. Non, parce qu'en fait, pour moi, tout a été dit. En effet, moi, 2024, mais on a commencé à le voir en 2023, c'est comment est-ce qu'on concilie croissance et du coup un modèle économique qui est fonctionnel, où on peut entrevoir la profitabilité assez rapidement, donc c'est-à-dire travailler de manière, bien travailler l'équation économique de manière à augmenter et améliorer les revenus, et puis essayer d'avoir des coûts par utilisateur qui soient stabilisés. Je pense qu'on a tous un peu été aidés aussi par la hausse des taux, donc ce qui permet aussi de pérenniser les modèles, nos types de modèles qui étaient quand même dans un monde avec des taux négatifs qui rendent un peu plus complexe l'équation économique par rapport à ce qui a été fait historiquement. Marine l'a dit au départ, on a vu quand même pas mal d'entreprises en effet fermées. On en revoit aussi là début 2025. Je pense à Card, Trésor, comment il s'appelle, Only One, qui ont tous les trois là fini leur aventure. Donc on se rend compte qu'il y a quand même peut-être un peu de nettoyage sur le marché. Et puis j'ai le sentiment qu'on va rentrer dans des périodes un peu de consolidation, et c'est peut-être aussi les moments de réflexion, de voir comment est-ce que certains acteurs peuvent trouver des modèles qui permettent de devenir plus vite, plus grand, plus rapidement rentable et européen par exemple, en allant chercher de la croissance externe.
Et puis pour rebondir moi sur ce qu'a dit Jérémy, je pense qu'on est aussi contraint on commence à se rendre compte que les différenciations qui pouvaient exister sur des acteurs de la fintech avec une offre de valeur, une valeur ajoutée qui était principalement sur l'expérience utilisateur et du coup beaucoup sur l'application et le type de services qui sont proposés. Là, les services et les propositions de valeur commencent à converger, donc le up est plus difficile à maintenir. Donc il y a, à mon avis, un enjeu de trouver des nouvelles façons de se différencier. Et donc d'innover sur cette partie, sur cette différenciation. Qu'est-ce que c'est la fintech de demain, maintenant que tout est digitalisé, qu'il y a des offres quand même sacrément intéressantes là autour de la table qui ont été développées. Nous, côté Helios, d'abord aussi un différenciant sur quel est l'enjeu d'un acteur bancaire, quel est son objectif en fait dans la société. De notre côté, vraiment financer le monde de demain, financer la transition écologique. Mais du coup, qu'est-ce que seront les avancées de 2025-2026, sachant qu'on aura à gérer cette partie coût, revenu, rentabilité, consolidation potentielle de marché et innovation. Quelles seront les nouvelles innovations? C'est la question. Merci Maëva. Alors on est donc à l'heure de la maturité, peut-être de la consolidation, peut-être de l'échelle pour certains, en tout cas pour acquérir plus de revenus. En effet, alors par souci de précision, Trésor que tu as mentionné n'a pas cassé sa pipe, contrairement effectivement à Ma French Bank, Orange Bank, Only One et Card pour les derniers, effectivement, puisque chaque année ou presque, il y a effectivement des convenus, comme je le disais tout à l'heure, mais ça c'est vrai dans tous les pays, et encore une fois des deux camps, qu'il s'agisse des fintech, des scale-up ou éventuellement des filiales de sociétés plus établies. On va rentrer un peu dans le détail de vos positionnements respectifs, de vos offres. Et donc, si vous pouviez tour à tour, effectivement, nous parler pour attirer et idéalement donner la parole à Carole. Je te laisse démarrer. Et d'ailleurs, ce qui peut être également intéressant, c'est comment un acteur qui initialement était plutôt positionné sur le B2C a décidé de pivoter vers le B2B. Ouais, je te remercie, Angelo. Donc c'est vrai que je rebondis sur ce que disait Maëva à la fin sur la consolidation, les opportunités et la nécessité de se différencier. Donc moi, je suis la country manager de Vivid, une néobanque allemande qui vient de se relancer du coup sur le marché français après être passé par le B2C. Et là, aujourd'hui, on s'est relancé en B2B, donc avec une offre pour les indépendants et les TPE-PME, avec justement un pivot qui s'explique par une opportunité qu'on a pu détecter en testant le B2B versus le B2B à tous les niveaux en termes de unit economics, etc. Et ce qui est donc, c'est une offre, on va dire néobanque classique, mais avec une différenciation qu'on a voulu sur deux niveaux, à la fois sur le sujet prix. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on est capable de faire avec notre héritage finalement de boîtes B2C avec des coûts assez restreints. Donc on peut arriver sur le B2B avec une offre très intéressante niveau prix, que ce soit pour les indépendants ou pour les TPE-PME. On a des comptes complètement gratuits et fonctionnels. Mais on a aussi justement cette difficulté difficulté et opportunité en même temps, en étant un nouvel acteur entrant après finalement des entreprises qui sont déjà établies, de devoir tout de suite penser à une différenciation et justement de s'éloigner un peu de la convergence qu'il y a eu ces dernières années, donc de plateformes financières tout en un, où d'abord on fait le compte pro, puis on fait la compta, et puis tout le monde se rejoint un petit peu sur on fait le compte pro et la compta. Donc nous, on a directement dû réfléchir à se positionner ailleurs sur la chaîne de valeur pour nos clients, pour nos entreprises, et notamment sur un sujet qui, je pense, est un sujet de société dont on parle beaucoup aujourd'hui autour de l'éducation financière, du fait qu'il y a beaucoup de particuliers, mais aussi d'entreprises qui n'ont pas forcément les bonnes pratiques avec leur argent.
Et donc, nous, on a sorti un compte intérêt qui est en fait un outil pour enfin offrir une solution très, très simple aux entreprises pour placer leur trésorerie. Donc, nous, c'est un des éléments différenciants aujourd'hui, c'est vraiment d'aller chercher et proposer de l'innovation sur un marché en étant positionné sur quelque chose qui est encore très, très peu fait par nos concurrents. Donc, voilà, ça, c'est pour petite intro. On peut en reparler plus en détail, mais je laisse la main. Ok, super, merci. Donc, pour revenir un peu à vos activités cœur, à chacun d'entre vous, donc, si vous pouviez donc nous rappeler voilà, votre positionnement, vos offres et vos recettes pour attirer et fidéliser vos clients à tour de rôle. Marie, tu veux reprendre la main? Oui, très volontiers. Donc, moi, je suis directrice générale de Nickel, effectivement. Nickel, on a 11 ans et on est assez particulier parce que dès le départ, on a mixé en gros toutes les potentialités des outils technologiques. Donc, une boîte tech avec tous les socles technologiques qui nous permettent d'avoir des expériences hyper simples et très abouties, des coûts beaucoup plus écrasés que les acteurs traditionnels qui ont plus d'antériorité, de complexité. On a allié tout ça pour proposer une offre en temps réel d'un compte de paiement. Et donc, on propose à nos clients d'ouvrir un compte de paiement sans découvert avec une émission de carte immédiate parce qu'on allie la technologie avec un réseau de distribution de proximité. Et c'est ça qui nous rend assez unique dans notre marché. On a aujourd'hui 8000 buralistes en France qui sont partenaires. Donc, quand on se compare aux grands acteurs traditionnels bancaires, en termes de couverture géographique, bien sûr, pas en termes de services, mais on a le plus de points de vente, en gros, pour ouvrir des comptes en France. Donc, vous voyez qu'on est partout. C'est pas la même chose, c'est pas les mêmes coûts, c'est pas les mêmes propositions de valeur, mais c'est très, très important pour comprendre la proximité qu'on a réussi à développer avec nos clients. Et puis, avec la qualité de service. C'est-à-dire que nos points de vente, ils sont ouverts de 6h du matin à 22h le soir, 6 jours sur 7. C'est très facile de rentrer chez un commerçant. On se sent moins impressionné que dans une agence bancaire. Et donc, c'est de là d'où est parti le succès de l'entreprise, et notamment le bouche à oreille. C'est-à-dire que nos clients se recommandent énormément Nickel, les uns entre les autres, en parlant de Nickel comme un compte qui leur a simplifié leur vie, donné de l'autonomie, qui se sentent plus considérés. Et c'est assez rare dans notre marché que des clients d'institutions bancaires, même d'acteurs innovants, mentionnent leur compte à leurs proches autour d'un café en disant « mais tu connais pas ce truc, c'est génial, tu devrais absolument ouvrir un compte là-dedans ». Et c'est ça qui explique le succès de l'entreprise. 60% de nos clients viennent du bouche à oreille et aujourd'hui, depuis le démarrage de l'entreprise, on a ouvert plus de 4 millions de comptes. On est présent en France, en Belgique, au Portugal et en Allemagne. Donc là, c'est des histoires qui sont encore plus jeunes. Hein. On a lancé notre premier pays il y a 3 ans et demi, donc c'est encore le début. Mais on est très confiant et on l'a lancé avec... Je crois qu'on a perdu Marie, malheureusement. Désolé pour elle, mais j'espère qu'elle va pouvoir se reconnecter et reprendre le flambeau. Jérémy, tu peux peut-être prendre la parole en attendant que Marie ne revienne, j'espère, promptement, sur voilà un peu l'ADN N26, le positionnement et les offres. Ouais, c'était très intéressant ce qu'elle a raconté. Notre approche est différente. Donc N26, on est d'abord on est une banque indépendante et pan-européenne. Donc depuis quasiment 10 ans, on a notre propre licence bancaire et on a notre ADN qui a été toujours été pan-européen, c'est-à-dire que tout a toujours été fait pour se lancer sur la majorité des marchés dès le départ. Donc ça, c'est la première chose. Et d'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, pour reboucler sur la dernière question, le pari est réussi puisque on est rentable depuis le second semestre de l'année dernière. Donc là-dessus, je pense qu'on a démontré notre modèle. Après, en termes de positionnement, là aussi, alors ça reboucle un petit peu avec ce que disait Cyril, mais on a vraiment, pour la peine, on était vraiment les pionniers là-dessus, c'est-à-dire devenir la banque du quotidien. Et le faire avec beaucoup d'innovation. Donc là-dessus, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'innovations qu'on a lancées qui sont devenues des normes de marché. Je peux parler de cartes métal ou autres qui ont été reprises, ou même de typologie d'abonnement
parce qu'on a fait différents tirs pour nos abonnements et on voit que ça a été repris quand même par beaucoup d'acteurs. Donc là, on voit vraiment qu'on est en avance de phase et on a été obligé de le faire parce qu'on est né à une époque où les taux étaient négatifs. Donc, mécaniquement, il fallait trouver d'autres sources de revenus. On ne pouvait pas répliquer le business model des banques traditionnelles et de toute façon, on n'était pas capable d'assumer la même structure de coûts. Donc là-dessus, c'était important. De la même façon que Nickel, on a plus des 2 tiers de nos clients qui viennent grâce au bouche à oreille. Donc là-dessus, je pense que c'est clé pour tous les acteurs et tous les acteurs de l'industrie. Le NPS, ou appelle ça comme tu veux, mais la qualité du service fait que si le service fonctionne pas, les clients, maintenant, aujourd'hui, c'est facile d'aller voir ailleurs. Donc vraiment, c'est absolument clé en termes de qualité et surtout en termes d'innovation pour attirer des nouveaux clients. Et puis, la dernière chose qui nous différencie pas nécessairement de beaucoup d'acteurs de ce groupe-là, mais en général, c'est qu'on reste quand même une boîte de tech à la base qui fait de la banque. Donc oui, on est capable d'innover, de faire des choses qui n'existaient pas ailleurs, comme N26 Space, enfin, les espaces, ce genre de choses qui sont des sous-comptes. Mais au-delà de ça, ça nous permet d'être d'être extrêmement rapide quand on voit le développement de l'offre. Où aujourd'hui, quand je parle de banque du quotidien, on est de la banque du quotidien, mais surtout, on est capable d'être une banque principale parce qu'en l'espace de 12 ou 18 mois, on était capable de lancer de l'épargne, de l'investissement, de la crypto, du trading, du crédit. Donc aujourd'hui, on est capable d'avoir une offre qui est de plus en plus complète et qui justement nous permet d'attirer plusieurs millions de clients rien qu'en France. Marie, désolé, il y a eu une petite interruption, on n'a pas entendu la fin, mais tu reprendras bien sûr la parole. C'est ma faute, désolé. Pas de souci. Cyril et Maëva, dans le B2C, vous êtes plus récent. Cyril a 1 an d'âge, Maëva depuis 2020. Voilà, donc on sait qu'il y a des acteurs d'ores et déjà établis, deux devant vous avec Nickel et N26, mais on pourrait aussi ajouter, comme on l'a déjà mentionné, les banques en ligne, Boursobank en tête avec plus de 7 millions de clients, Revolut qui annonce 5 millions de clients en France. Vous arrivez avec un peu de retard, mais beaucoup d'énergie et d'envie et une offre, je pense qu'il y a de quoi être couronné de succès. Voilà, comment vous y prenez ou quelle est la bonne alchimie selon vous pour justement conquérir ces clients? Je vais répondre. Alors oui, on a une offre qui est jeune, enfin une marque qui est jeune, mais évidemment, elle s'appuie aussi sur le succès depuis plus de 11 ans de Lydia qui existe maintenant séparément à nouveau comme la première plateforme d'échange d'argent entre particuliers en France, de loin, y compris quand on la compare aux plateformes interbancaires. Vraiment par des multiples de 3, de 4, de 5 sur le volume de transactions. Et on va dire que finalement, c'est la continuité de ce travail qu'on a fait et qui nous a permis d'avoir en 2023 8 millions de clients en France. Et cette confiance qu'on a bâtie avec ces clients s'étend sur un nouveau service, un nouveau territoire qui est effectivement le compte principal. Notre objectif, on l'a annoncé de manière très claire quand on a lancé Sumeria, c'est le compte primaire. Et bien sûr, la rémunération des dépôts sur le compte courant, pour les gens qui nous utilisent comme compte courant, a été un ingrédient assez fort et d'attractivité, mais aussi de rétention, puisque en vrai, la raison pour laquelle il existe des comptes rémunérés en Espagne, en Italie, au UK, en Pologne, en Allemagne, aux États-Unis, et pour lequel ça n'existe pas en France, est somme toute difficile à défendre. C'est juste que de manière générique, l'ensemble des acteurs de la place ont décidé qu'ils préféraient garder cet argent pour eux. Bon, si on se place du point de vue du client, qui a toujours été la manière dont on a fonctionné chez Lydia Solutions, que ce soit pour Lydia ou pour Sumeria, eh bien évidemment, ça paraît beaucoup moins justifiable. Et ça, c'est notre première affirmation. La deuxième affirmation, c'est que la technologie, je crois qu'on l'a bien montré avec Lydia, devrait simplifier la vie des gens et leur rendre le quotidien plus facile. Il ne me semble pas que la technologie de la banque ait rendu la gestion de l'argent plus simple et moins anxiogène pour les gens. Au contraire.
c'est un monde où on ne comprend rien, où il y a du jargon, où la technologie est exposée de manière vraiment années 80-90, et où il faut comprendre comment la technologie et les contraintes réglementaires du fournisseur fonctionnent pour pouvoir jouir de son argent. Ce qui est en vrai la négation totale de la consumer tech. C'est comme s'il fallait apprendre à faire des requêtes extrêmement complexes pour pouvoir faire des recherches dans Google. Mais qui ferait des recherches dans Google s'il fallait faire des requêtes à la main, une après l'autre? C'est une absurdité totale. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a même des mouvements, et on les voit sur les réseaux sociaux, de gens qui font comme conseil de faire du cash stuffing, c'est-à-dire aller à la banque, retirer son salaire en cash et le ranger dans des enveloppes pour avoir une meilleure maîtrise de son argent et de son budget. C'est dire à quel point l'outil proposé par la banque est peu ergonomique. Et donc, la manière dont on a construit le core banking system de Sumeria, c'est de reproduire toute cette organisation de l'argent de manière extrêmement intuitive, avec des comptes qu'on crée, qu'on partage à la volée, qu'on ouvre, qu'on ferme, qui ont des IBAN, qui sont des vrais comptes, et sur lesquels on peut lier une seule et même carte. Et donc, cette organisation et cette philosophie-là d'approche de l'argent et de créer les outils qui permettent de gérer de manière intuitive, vraiment sans aucun jargon et sans aucune complexité et de manière très rassurante, son argent, c'est le nom finalement de notre projet global, c'est ça qui nous anime, ça s'appelle chez nous My Mother's Bank, la banque de ma mère. Au-delà du fait qu'on construit effectivement la banque qui est le compte principal de ma mère, mais ça c'est juste un sujet qui peut effrayer quelques gens qui travaillent chez nous et qui disent mince, si la mère de Cyril n'est pas contente, je vais avoir des problèmes. Mais dans la réalité, ça dit qu'on construit une banque pour des gens qui nous sont chers, qui ne sont pas des jeunes et qui ne sont pas des geeks. Et si on est capable de faire quelque chose qui fonctionne extrêmement bien pour ces gens-là, alors ça devrait fonctionner pour tous les autres. Donc c'est ça notre... Merci Cyril. Qu'en est-il du coup des rétentions. Qu'en est-il du côté d'Elios? Du côté d'Elios, donc comme vous l'avez dit, on s'est créé en 2020. Donc avec le constat simple, on parle il y a eu beaucoup d'innovations dans la banque liées finalement à l'amélioration de la qualité de service, de mettre en avant, mieux comprendre les frais. Donc c'est des innovations vraiment technologiques qu'on a vu naître entre 2010 et toujours actuellement, pour continuer à innover aussi chez les grands acteurs. Nous, on est reparti finalement du rôle sociétal de la banque, c'est-à-dire c'est un acteur qui finance l'économie et donc qui donne la capacité à une entreprise, un particulier, un État, personne morale, disons, d'avoir accès à de l'argent qu'il n'a pas aujourd'hui pour construire un projet et développer un projet. Donc, de par son rôle sociétal qui est de permettre de donner accès au capital à certains organismes et certains projets, étant donné qu'on est quand même du coup en 2025, mais c'est encore plus le cas en 2025 qu'en 2020, sur des trajectoires d'augmentation des températures qui sont pas rassurantes quand on regarde les prévisions des scientifiques, donc du GIEC en particulier sur la transition écologique qui est nécessaire dans les prochaines années si on veut pas se retrouver dans des scénarios de risque climatique importants. Il y a une importance, c'est très important de mettre le capital au service de la transition écologique et donc de permettre de développer des projets à impact dans les énergies renouvelables, dans la mobilité bas carbone, dans l'agriculture durable, tous ces projets et tous ces secteurs qui doivent se développer, se construire et parfois et souvent se réinventer. Et donc on est parti de ce constat-là. Et comment permettre aux épargnants, donc aux clients français, aujourd'hui Elios on est uniquement en France, mais demain aux clients européens, donc aux épargnants européens, de mobiliser leur épargne pour permettre de développer la transition écologique et de mettre leur argent au service de ces solutions d'avenir pour pouvoir participer à notre modeste avec notre modeste capital ou pas à participer à financer
voilà, financer des entreprises dans la mobilité, dans l'énergie propre, voilà, dans tous ces secteurs qui sont pointés par les scientifiques comme secteurs à transformer et surtout à financer rapidement. Donc Helios aujourd'hui, on propose nos services, une gamme de clients B2C avec 3 gros pans de produits. Le premier, c'est celui qui est historique, c'est tout ce qui est lié au compte du quotidien. Donc lié au paiement, tout ce qui est compte courant. On propose des comptes courants, des comptes pour les jeunes, des comptes pour les indépendants, comptes premium, des comptes joints, voilà, donc tout ce qui est day-to-day payment. J'ai besoin j'ai besoin d'avoir accès à mon argent et de pouvoir payer avec. La deuxième activité qu'on a, c'est sur la partie épargne et investissement, où on propose des solutions pour épargner et de l'assurance vie. Et donc, tous les dépôts et toute l'épargne qu'on collecte est fléchée, 100% de nos investissements sont fléchés vers la transition écologique et vers des projets de l'impact. Et le troisième pan qu'on développe depuis un peu plus d'1 an, c'est des outils pour accompagner les clients dans la compréhension de leur argent, donc que ce soit dans comment est-ce que je mets de l'argent de côté, comment est-ce que j'épargne, donc déjà comprendre en fait mes sources de revenus et mes sources de dépenses, et comment est-ce que je consomme et que je peux consommer plus en accord avec mon portefeuille et mes valeurs. Et donc on a lancé pour citer que cette partie, on a lancé il y a 1 an et demi un programme de fidélité, donc un programme de cashback éco-responsable. Donc on est partenaire de 130 marques françaises éco-responsables, dont La Ruche qui Tréville, le Slip français, SNCF. Et donc les clients Helios peuvent avoir accès à des réductions d'environ 6%, 6% direct, de manière automatique lorsqu'ils payent chez ces marchands. L'objectif, c'est avec des produits d'épargne et de paiement, de flécher l'épargne, qui est le levier le plus colossal si on veut accélérer la transition écologique. Et 2, de pouvoir également accompagner les clients qui le souhaitent à flécher leur consommation vers des entreprises de l'impact et finalement de reboucler la boucle. Je finance des projets à impact et je consomme dans ces boîtes-là. Voilà, donc aujourd'hui on propose ce type de produit et l'objectif c'est de continuer à se développer sur les autres pans d'investissement, proposer d'autres solutions d'investissement, des solutions de crédit et puis répondre aux besoins de nos clients. Et aujourd'hui la plupart des personnes viennent parce que je pense qu'on arrive à parler de banque avec un angle complètement différenciant. Pas sous un angle feature et fonctionnel, mais sous un angle vision. Et du coup, je viens parce que j'ai envie de participer à la vision d'Helios et en faire partie modestement. Et 2, parce que, et c'est important, et ça rejoint un peu déjà tout ce qui s'est dit, la qualité de service doit être au top. Il doit avoir des produits et des services qui soient compréhensibles, une relation client qui soit accessible et du coup des produits qui soient fonctionnels et compréhensibles par du coup la mère de Cyril et la mienne aussi, et en tout cas qu'on arrive à parler à tout le monde. Et aujourd'hui, nous, la plupart de notre acquisition est également organique, avec beaucoup de bouche à oreille et de recommandations de la part de nos usagers. Merci Maëva. Donc des services, si je résume, simples, utiles, responsables, gratuits, voire bon marché. Bon, la promesse effectivement est très attrayante et c'est pourquoi d'ailleurs dans une forte mesure elle fonctionne. Bon, vous qui maniez de l'argent, c'est votre core business, comment vous en gagnez aujourd'hui? Quelles sont les recettes, en tout cas les sources de revenus? Qu'est-ce qui fait que voilà, votre travail paye, si je puis dire? Libre à chacun ou chacune. Allez, je me lance. Donc nous, comme je le disais, on est rentable depuis 2018. Depuis le début, Nickel a un modèle payant. Donc ça, c'est assez unique par rapport à certains acteurs qui sont là autour de la table. Donc nous, depuis le début, en gros, tout le monde paye sa cotisation annuelle, 25 € par an. Et donc déjà, ça a sécurisé une source de revenus très tôt. Et c'est pour ça que le point mort, l'atteinte du seuil de rentabilité, il a été envisageable vite.
Et donc, ça nous a évité pas mal de questionnements sur les grandes stratégies de pivot, comment tu passes d'une grande clientèle qui est avec beaucoup de surface de contact, mais gratuite, à équiper tes clients sur tes offres payantes. Donc, ça, c'est un premier point. Ensuite, ce que je peux partager, c'est qu'on a tout ce que le client va payer lui-même. Donc, en moyenne, un client chez Nickel, il va dépenser lui-même 25 € de cotisation annuelle et au total, peut-être 70 € par an, parce qu'il y a quelques services qui vont être payants, qu'il va pouvoir consommer et maîtriser. Il y a une dizaine de services qui sont payants, mais qui sont pas subis. En gros, c'est le client qui va upgrader sa carte, faire des mouvements à l'étranger, déposer un chèque, des services qui sont moins communs, et donc qui va pouvoir consommer. C'est une première partie. La deuxième partie, comme chez tous les acteurs, il y a des commissions interbancaires de paiement. Donc, à chaque fois que nos clients utilisent leur carte chez les commerçants payent des commissions et une partie de ces commissions nous sont restituées. Donc, ça, et c'est vrai que nous, on a 2 tiers de nos clients qui sont chez nous en compte principal. Donc, on a beaucoup de mouvements sur nos comptes. On a vraiment la relation principale de nos clients. Et puis, le troisième élément de revenu, c'est ce qui a un peu changé avec la courbe des taux, c'est que finalement, les dépôts, c'est les dépôts des clients, donc qui sont cantonnés en tout cas, nous, on a un établissement de paiement, donc qui sont dans un compte de cantonnement sécurisé auprès d'une banque. Ils valent quelque chose aujourd'hui. Et donc, en ce moment, dans les périodes où il y a les taux sont positifs, c'est un élément de rémunération qui est complémentaire. Ça, c'est les quelques lignes de revenus qui sont à peu près communes à tout le modèle. Et chez nous, peut-être un autre élément que je peux partager que je trouve intéressant, c'est que globalement, notre revenu par client ne cesse d'augmenter. Et donc, il cesse d'augmenter parce que, typiquement, là, les taux, on peut se dire, tiens, les taux étaient positifs, donc forcément, ça augmente. Mais aussi et surtout parce que nos clients nous utilisent de plus en plus. Et là, donc, ça veut vraiment dire qu'on a, les nouveaux services qu'on lance, on en parlera sûrement plus tard. Enfin, tout ce travail qu'on fait sur les parcours pour être leur compte du quotidien, ça marche et donc ça augmente la proximité de notre relation avec nos clients. C'est combien le revenu moyen par client chez Nickel ? J'ai donné un chiffre qui est intéressant déjà. 70 €, c'est ce que paye le client. Oui, j'ai entendu. Mais il n'y a pas que ça, c'est une partie. Ouais, c'est déjà un chiffre. Hein. Et toi, tu aimes bien les chiffres, mais c'en était déjà un. Exactement. Donc, je m'en tiens à celui-là. D'ailleurs, les autres aussi en 2D parce que les auditeurs sont friands de chiffres. Qui veut se lancer ? Je peux peut-être y aller. Donc là, il y a des choses qui vont être. D'où vient l'argent ? D'où viennent les revenus ? Ouais, d'où vient l'argent ? Donc globalement, chez Vivid, on a 4 piliers, on va dire, du business model. Donc il y a bien sûr l'interchange bancaire dont Marie a parlé. Il y a les revenus qui viennent des abonnements. Donc, contrairement à Nickel, chez Vivid, nous, on fait un gros choix justement sur les comptes gratuits, donc à la fois pour les indépendants, mais aussi pour les TPE-PME. Donc, justement, il y a une différence là de stratégie où on essaie vraiment d'avoir un compte fonctionnel. En revanche, effectivement, j'ai bien aimé le terme de Marie. Ils peuvent vraiment utiliser leur compte sans avoir de features additionnelles subies. Donc, il y a vraiment un compte qui est fonctionnel. Et on essaye d'upseller nos clients sur les comptes payants, sur d'autres fonctionnalités, et notamment le cashback professionnel. Donc voilà, on va avoir jusqu'à 5-10% de cashback professionnel. Donc j'achète chez Amazon, je prends des billets dans une compagnie aérienne, j'ai des abonnements de software, etc. Il va y avoir du cashback professionnel. On va plutôt essayer d'inciter à passer sur le compte payant avec finalement un calcul qui va être fait, de se dire tiens, c'est vrai que c'est intéressant. Donc ça, c'est quelque chose auquel on croit. Et également, dans cette même optique d'upsell, il y a toute cette rémunération de notre compte intérêt dont j'ai parlé. Donc encore une fois, plutôt que de laisser mon argent, ma trésorerie dormir sur mon compte ou de la mettre sur un compte à terme qui est pas forcément toujours très pratique, qui est bloqué, etc. Nous, on a vraiment, c'est presque une poche additionnelle. Le virement est instantané. On peut mettre autant d'argent qu'on veut sur ce compte intérêt. On peut le retirer instantanément. Et on a des intérêts qui sont payés au quotidien. Donc ça, c'est vraiment en tout cas un parti pris et là où on veut vraiment amener de la valeur. Et pareil, on va essayer d'amener à upseller sur les comptes payants en fonction du taux d'intérêt qui va être rémunéré
sur ce compte intérêt. Donc, premier, interchange. Deuxième, les abonnements. Troisième, justement, on va dire les intérêts qui viennent des dépôts. Notre stratégie, c'est aussi de se dire, finalement, puisqu'on a ce compte intérêt qui est extrêmement intéressant, on arrive à attirer beaucoup de dépôts, peut-être plus que certains de nos concurrents, puisque c'est un des seuls comptes justement sur la partie, on va dire, pro, qui soit aussi simple en termes de rémunération et de flexibilité pour les clients. Et quatrième bloc, pilier du business model, ça va être finalement quelque chose qui est pas mal lié à cette vision de plateforme financière tout en un, sur lesquelles les acteurs B2B avancent pas mal, où on va proposer en fait d'autres services sur la chaîne de valeur qui vont aussi pouvoir générer du revenu. On vient par exemple de lancer une offre Business Travel où on peut gérer directement sur sa plateforme Vivid la réservation d'hôtels avec jusqu'à 30% de cashback sur la réservation des hôtels, etc. Et ça, c'est bien sûr, nous aussi, une source de revenus puisqu'on va être en quelque sorte apporteur d'affaires, donc on va aussi générer du revenu. Et ça, c'est un exemple parmi d'autres des typologies de revenus additionnels qu'on peut avoir sur les autres catégories de produits. Merci Carole. Quel est le pourcentage entre compte payant et compte gratuit? C'est une très bonne question à laquelle je ne pourrais pas donner de chiffres aujourd'hui. Je sais bien que les chiffres sont importants, mais ce ne sera pas sur ce chiffre-là en tout cas. On t'invitera une prochaine fois, n'aie crainte, on reposera la question, mais néanmoins, le fait d'avoir des comptes gratuits, c'est quand même un élément d'attractivité important pour Vivid Money aujourd'hui, notamment sur un marché qui est pas mal encombré en termes de danse. Oui, tout à fait. Et ça va aussi dans cette optique d'être attractif, bien sûr, mais aussi de prendre en considération les difficultés des petites entreprises qui sont pas mal acculées en difficulté. Il y a beaucoup de défauts de paiement. Enfin, il y a beaucoup de chiffres qui montrent que l'économie actuelle des petites entreprises est difficile. Et donc, on essaye aussi, finalement, d'apporter le plus de valeur possible au prix le plus intéressant, c'est-à-dire 0. Merci à nouveau. Les autres, Jérémy, Cyril ou Maïva, sur l'origine de vos revenus? Alors déjà, je vais répondre à la question d'avant. On a la moitié de nos clients qui souscrivent à des produits payants. Donc, ça donne un peu plus de chiffres. Alors après, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites. Quand tu croises beaucoup d'acteurs de la fintech depuis 18 mois, ils sont tous très contents de la hausse des taux d'intérêt. Donc, je pense que là-dessus, c'est pas un secret. Les revenus des abonnements et donc chez nous vraiment très tôt on a fait les choix assez difficiles de limiter la partie gratuite. Il y a toujours une partie gratuite entièrement fonctionnelle, mais très tôt, on a quand même fait ce choix de pousser, parce qu'on n'avait pas le choix de toute façon à l'époque, les abonnements. Ensuite, il y a tous les revenus d'activité, donc interchange et toutes ces choses-là. Et après, peut-être la partie un tout petit peu différenciante sur laquelle on a beaucoup poussé au cours des 18 derniers mois chez nous, c'est d'élargir notre offre, notamment sur des produits financiers. Donc, ça peut être de l'épargne, du crédit ou des produits d'investissement, où ça nous permet justement, et nous, une des métriques qu'on regarde, c'est non seulement les revenus, mais comment est-ce qu'on est capable de cross-seller les produits. C'est-à-dire que tu vas avoir un client qui va venir parce qu'il peut faire du trading ou il veut acheter des cryptos, puis après, il va prendre un abonnement N26 Meta et ainsi de suite. Donc, l'enjeu aussi, si on veut augmenter nos revenus par client, c'est aussi d'être capable d'élargir notre offre de produits, et c'est là-dessus qu'on travaille et mécaniquement, d'un point de vue revenu, mais deux aussi d'un point de vue principalisation des comptes, parce que moins un client a besoin d'aller ailleurs, plus il va souscrire à des produits chez toi. Merci Jérémy. Pour Myria, il y a d'abord, on a exactement les mêmes sources de revenus que Jérémy vient de décrire. Exactement les mêmes. Donc, des abonnements, de l'interchange, les dépôts et les commissions de distribution sur les produits de trading et investissement qu'on distribue depuis
depuis maintenant un petit moment, puisqu'on a été la première institution bancaire en France à proposer du trading de crypto intégré dans le compte, mais pas que de crypto, d'ETF, d'actions, de métaux précieux, depuis fin 2021. Donc, nous, là, on a évidemment une offre gratuite qui est importante. La part des clients qui payent pour utiliser notre offre, c'est à peu près un tiers. Ce que je trouve qui est intéressant, dont on n'a pas parlé, parce qu'on a déjà parlé d'à peu près tout sur ce sujet-là, mais je regardais l'autre jour une étude qui m'a été apportée par une banque d'affaires très connue, internationale, dont je ne donnerai pas le nom, mais qui est venue me voir et qui m'avait fait un beau deck avec des belles pages bien épaisses, et tout magnifique, dans lequel il y avait une analyse comparative au niveau international, notamment des revenus par client des banques traditionnelles et des néobanques. Et c'était vraiment au niveau international. Donc, il y en avait de tous les pays. Il y en avait aux États-Unis, il y en avait en Asie, il y en avait en Amérique du Sud, il y en avait en Europe. Et c'est choquant de voir à quel point il y a un écart énorme de revenus entre ces acteurs et à quel point aussi le revenu moyen est similaire, quelle que soit la géographie. Donc, on avait clairement un revenu moyen par acteur dans les grandes banques traditionnelles entre 5 et 600 $, et clairement un revenu moyen par client qui était 10 fois moindre dans les acteurs néobanques, challenger bank, appelons-les comme on veut. Et le commentaire de cette banque d'affaires était de dire, tout le monde se demande comment ces acteurs néo vont faire pour avoir le même niveau de revenus que les acteurs traditionnels au fur et à mesure de leur développement. Et j'ai peur que malheureusement, ça soit la plus mauvaise manière du monde de réfléchir à ces sujets-là. La réalité, je crois, et je pense que c'est ça qui va faire le plus grand séisme, c'est que le revenu moyen qui va s'égaliser entre tout le monde, parce que les clients vont finir par comprendre que payer 600 € pour les services qu'ils ont est complètement inutile, et que le revenu moyen va s'établir quelque part entre 150 et 200 $, et là, les acteurs néo vont être riches, et les acteurs historiques qui ont un train de vie qui est basé sur encaisser 600 $ par client, 5 à 600 $ par client, et une structure de coûts qui vont avec, vont avoir vraiment des grosses questions de modèle à se poser. Et je crois que la transformation, comme je le disais au début, qu'ils ont eux-mêmes, qui sont en train d'eux-mêmes accélérer, est un facteur d'accélération, enfin, finalement, de tout ce phénomène, et qu'on va arriver à cette situation dans un délai qui ne va pas être si long que ça. Et là, vraiment, on va commencer à voir comment va s'établir ce nouveau normal dans lequel les gens ont un service de meilleure qualité qui leur coûte au moins 3 fois moins cher. Mmh. Tu as donné beaucoup de chiffres, Cyril, donc Angelo est en train de noter. Ça me rassure, il n'y a pas que moi qui ai perdu le son au milieu de la conf. Non. On a perdu notre animateur. Maëva, vas-y peut-être en attendant Angelo. Non ? Oui, en effet. Merci Cyril d'animer. Mais en effet, on a tout dit. Hein. Donc nous, les offres proposées depuis la création d'Helios, on est 100% sur des offres payantes. Donc comme Marie avec Nickel, du coup, on a débuté sur des offres payantes. Personnellement, je connaissais pas le pseudo-retournement de marché qui visait à pousser à de la rentabilité plus proche de 2023. Hein. Mais du coup, c'est quelque chose qui permet aussi d'avoir un socle solide de revenus avec une partie de revenus qui, on va dire, est fixe et non dépendant de l'usage.
qui est lié du coup au revenu d'abonnement. Nous, on a des abonnements entre 3 € et 15 € par mois sur les comptes, ce qui nous permet d'avoir un panier moyen par utilisateur sur ces usages qui prennent en compte ensuite tous les services complémentaires. Ce qu'on a voulu faire avec cette offre, c'est déjà se caler sur les prix à peu près les prix des offres de banque traditionnelles sur des comptes courants avec finalement beaucoup moins de services et souvent quelques frais supplémentaires il y a pas mal de frais supplémentaires qui peuvent s'ajouter généralement sur la tenue de compte, tenue de carte et puis toutes les opérations qui sont afférentes. Nous, dans les 6 € par mois, j'ai quasiment 0% de revenus supplémentaires sur du revenu qu'on va générer sur je sais pas des offres enfin pas des offres mais des services complémentaires à l'offre. Donc dans les 6 € par mois, enfin dans les 3 € à 15 € par mois, tout est compris. Les frais internationaux sont gratuits. Je pense que les seuls revenus supplémentaires qu'on a, c'est qu'on fait payer à partir du 6e retrait par mois. Ce qui en fait est tellement haut, 5 retraits par mois dans la moyenne, qui est plutôt à 1,5-2, qu'en fait il y a quasiment personne qui se retrouve dans cette tranche-là. Donc on a plutôt packagé quelque chose qui permet de se projeter. C'est-à-dire à la fin de l'année, je sais que je fais 6 x 12, j'ai 72 € de frais bancaires et normalement j'ai pas 1 € supplémentaire de plus, à moins d'aller vraiment dans un cas extrême de je retire 10 fois par mois. Parce que j'ai un besoin particulier mais qui ne remplit pas le besoin moyen des utilisateurs. Ensuite, comme les autres acteurs ici, on a des revenus liés à la rémunération des dépôts, au cashback, aux frais d'interchange. Donc c'est plutôt une vision du coup de revenus, on va dire, variable d'usage. Comment est-ce que je maximise mon usage, mon cross-sell, et donc le fait d'avoir aussi des utilisateurs payants qui utilisent leur compte en compte principal et en compte actif, ça permet de maximiser aussi cette partie de revenus. J'ai une vision un petit peu différente je pense que j'ai eu une étude assez similaire à celle de Cyril que j'utilise régulièrement quand on compare en fait le retail banking qui gagne effectivement autour de 500 €, $, 500 $ disons par utilisateur par an, là où la néobanque c'est plutôt autour de 20-30 $. Donc il n'y avait pas la rémunération des revenus dans mon étude, donc des dépôts, donc un peu différent, mais en gros autour disons de 50 $. La grosse différence, c'est que les coûts suivent. Les coûts des banques traditionnelles, c'est de l'ordre de 350 $ par utilisateur, là où la néobanque, c'est plutôt 50 $. Donc, tout est question derrière de marge aussi. Comment est-ce que je maximise mes revenus en ayant aussi un modèle qui permet de rentabiliser ma base d'utilisateurs et mes coûts, mais comment est-ce que aussi j'arrive à avoir des coûts de structure qui ne sont pas impactés par un historique et tech peut-être un peu complexe et cher, et comment j'arrive à maximiser cette équation. Je pense que le challenge, et en fait ça a été le challenge de toutes les entreprises, c'est qu'aujourd'hui, même si maintenant plus aucun de nous n'est monoproduit, on a quand même une gamme de produits qui est quand même beaucoup plus resserrée qu'un établissement traditionnel qui va diversifier ses revenus avec en fait les revenus finalement du compte courant dans les 500 $, c'est une partie, ça reste une partie négligeable. Et donc je pense que tout l'enjeu, c'est avec le temps, en s'imposant comme compte principal, acteur de référence, et en gagnant aussi la confiance des utilisateurs avec du coup une qualité de service qui est là. On répond aux besoins avec des nouveaux services qui peuvent être proposés. Je pense à des assurances, évidemment du prêt, du crédit. Donc, je pense qu'ici personne n'en fait. Proposer du crédit. Il y a beaucoup de sources de revenus qui arriveront et qui fait juste partie de la vie d'une entreprise qui se développe. Et donc c'est normal aujourd'hui d'avoir des revenus qui sont un peu plus faibles. L'objectif, c'est plutôt de les maximiser sur son cœur de métier. Et donc chez nous, en tout cas, on l'a maximisé avec des prix justes qui permettent de rémunérer
un usage de compte et donc tout ce qui est derrière, toute la machinerie, toutes les équipes et qui permettent de se retrouver dans les prix du marché. Pour rebondir justement sur vos propos, quelques chiffres sur les performances de quelques néobanques assez emblématiques au niveau mondial. Donc, vous connaissez Nubank, la météorite brésilienne. Donc, au titre de 2024, je lis les anti-sèches, donc 11,5 milliards de dollars de revenus, 2 milliards de résultats nets. Donc, c'est quand même assez prodigieux. Ça a presque x2 par rapport à 2023, 114 millions de clients. Et un coup, effectivement, cet ordre de grandeur. Revolut, eux, ils sont autour des 60 dollars de revenus par client. Ils sont devenus rentables donc, depuis 2 exercices. Et Monzo, qui est devenu rentable pour la première fois lors de son exercice clôturé en février 2024, a annoncé 880 millions de livres de chiffre d'affaires sur l'année pour à peu près 10 millions de clients. Donc, ça vous fait à peu près 88 livres de chiffre d'affaires par an. Donc, effectivement, on est bien sur ces ordres de grandeur. Et donc, vous devez assurément d'avoir un modèle hyper optimisé et en quoi les nouvelles technologies, les plus innovantes qui soient, vous permettent justement d'être aussi lean, aussi agile, aussi scalable. Et en particulier, est-ce que, comme beaucoup de monde, vous rêvez ou vous utilisez l'intelligence artificielle? Je veux bien répondre en premier. Évidemment, Jérémy l'a dit tout à l'heure, on est des boîtes tech. On est né par la tech et comme dans toutes les grandes révolutions. Qui veut se lancer? Pardon. Tu m'entends, Angelo? Angelo, non, bon, c'est pas grave. Si nous, on t'entend, vas-y. Ouais, ça a l'air intéressant ce que tu as à nous dire. C'est ouf. Personne? Comment intéressant, c'est extraordinaire. Non, merci. Angelo, c'est bon? Tu es revenu avec nous? Ok, bon, c'est pas grave. On va dire qu'il sait déjà tout ça. Comme disait Jérémy, nous sommes des boîtes tech. Nous sommes des boîtes tech depuis le début. Wow, ça va être compliqué. Et donc, ça veut dire que... je t'entends. La tech, super. La tech est au cœur de la manière dont on construit nos systèmes, à commencer par les core banking systems, mais aussi les systèmes de vérification d'identité, d'entrée en relation et toutes ces choses-là. Et tout ça a été construit avec des technologies qui sont des technologies extrêmement modernes. Pourquoi? Parce qu'on a tous commencé à l'ère de l'Internet mobile. Personne n'a commencé avec des technologies qui dataient d'il y a 30 ans, 40 ans, 60 ans, et on a un empilement d'un plat de lasagne technologique. Et donc, non seulement on a ça, on est parti d'une feuille blanche à une époque qui est toujours aujourd'hui d'actualité, mais en plus, je crois qu'on a une obsession de l'optimisation naturelle et technologique et économique, parce que justement, on n'avait pas des moyens immenses pour se permettre des coûts de fonctionnement très élevés. Et donc, par exemple, nous, on est obsédés par les process, par l'outillage, par effectivement les technologies qu'on utilise pour limiter au maximum les coûts de fonctionnement et de service, tout en ayant une qualité de service client qui est vraiment très élevée. Et par exemple, pour éviter de se retrouver dans des situations où on a du legacy technologique qui coûte des fortunes, qui empêche, on a réécrit et on a remis en perspective 100% des outils qu'on utilisait, mais on a aussi réécrit 100% du code qu'on utilise pour nos services entre 2018 et 2020. Pourquoi? Justement, ça faisait 8 ans, 9 ans qu'on développait ces choses-là et on a pensé qu'on allait se retrouver dans une situation où au bout de 15 ans, 20 ans, on allait commencer à avoir du legacy, on allait avoir des coûts qui allaient être générés à ça, on allait avoir moins de flexibilité et d'agilité dans la conception des produits. Et donc, on a tout réécrit, on a tout réinterrogé. Et on a eu tout à fait de la flexibilité de nos actionnaires pour faire ça, parce que c'est quand même un gros investissement et c'est du temps qu'on ne passe pas à faire autre chose. Et par ailleurs, l'utilisation de l'intelligence artificielle, qu'elle soit générative ou non,
Et évidemment, quelque chose qui est intégré depuis très longtemps dans les modèles, qu'on utilise en interne, mais aussi exposé aux clients, puisque évidemment les modèles de scoring, de fraude, de risque, de vérification des pièces d'identité, de face matching, de toutes ces choses-là, c'est des modèles de machine learning qu'on utilise depuis le début de l'entreprise, puisque c'est entendu qu'on n'avait pas des agences pour faire venir les gens et photocopier leurs pièces d'identité, quoi. Donc voilà, et pareil avec GenAI, où on a vraiment beaucoup optimisé et automatisé de tâches qui sont des tâches administratives de nos métiers, par exemple répondre à des réquisitions judiciaires, répondre à des saisies, répondre à traiter ça, faire le reporting à la CPR, faire le reporting à Tracfin, enfin toutes ces choses qui embauchent, qui emploient des centaines et des centaines de personnes dans des structures à faire des tâches qui sont des tâches vraiment faites pour des machines. Bon, on les fait faire par des machines. Par ailleurs, vont arriver des choses plus amusantes sur nos outils qui utilisent la GenAI pour du customer facing, comme par exemple des interactions qui ne sont plus du tout graphiques, mais qui sont 100% à la voix, par exemple. Il faut comprendre que c'est à la fois, on pourrait penser que c'est gadget, c'est sympa, c'est ci, c'est là, mais c'est aussi la condition de l'inclusion. Quand on pense My Mother's Bank, pour ma mère, c'est beaucoup plus facile de parler que d'aller se balader dans des menus sur son téléphone. Donc, c'est la tech aussi comme un moteur fort de l'accessibilité au service. Et depuis le premier jour, parce que si tu te souviens, Angelo, c'est toujours le cas aujourd'hui, dans l'application Lydia, dès le premier jour, l'interface d'action n'est pas un truc avec des menus saugrenus, mais c'est une phrase à trous. Envoyer, tu mets le montant 4 € à Marie pour taxi. Et donc, ça veut dire si tu sais lire, tu sais l'utiliser. Et voilà, donc c'est ça la beauté de la tech utilisée au service des consommateurs, quoi. C'est quand on rend les choses complexes, accessibles, et je crois que le plus beau compliment qu'on nous a jamais fait, c'est on nous a dit, vous rendez ce qu'on croyait impossible simple. Voilà. C'est ça qu'on veut faire. Écoute, bravo. Qu'en est-il de la techno chez les autres? Moi, je pense que je vais paraphraser en moins bien ce qu'a dit Cyril, donc je voulais juste dire que je souscrivais à 100%. Et c'est vrai que le côté tech, un peu, à certains moments, ça a pu être vu comme une fin en soi, et je pense qu'on essaye tous de la faire rentrer dans le quotidien, et qu'aucun de nous ici est dans cet état d'esprit. Et donc, j'ai pas envie tellement de paraphraser, parce que je pense que ce que dit Cyril, en tout cas chez Nickel, on fait pareil. On peut fanfaronner d'avoir des modèles très efficaces, mais en fait, c'est juste qu'on a des boîtes récentes, donc on les construit sur des technologies modernes d'aujourd'hui, mais dans 30 ans, on sera comme les autres, enquistés dans une complexité qui sera beaucoup plus dure à gérer. On essaye d'anticiper, donc bien sûr qu'on essaye de construire des modèles très scalables. On a intégré des composants de cœur, type les core banking, tout ce qu'a dit Cyril, pour pouvoir maîtriser au maximum notre chaîne de valeur. Et donc chez Nickel, c'est pareil. Et donc c'est ce qu'on fait d'un côté sur le côté technologique. On a quand même une volonté d'être dans les marchés où on est très implanté aussi et d'adapter localement les offres. Donc on a quand même, nous, des équipes. On n'est pas que une boîte tech très centralisée. On veut aussi être proche de nos marchés. On a nos réseaux de commerçants qui sont très proches de nos clients. Et donc on a des équipes dans chacun de ces marchés, entre 30 et 50, 60 personnes par marché, qui vont d'un côté développer le réseau de partenaires buralistes, de l'autre répondre à nos clients pour que nos patrons de pays soient tout à fait conscients de dans tel pays ça marche pas, ça marche, et puis qu'on arrive à ensuite développer des solutions qui sont adaptées, et puis faire des stratégies marketing pertinentes pour rentrer dans ces marchés. Mais voilà, après c'est que cette logique de plateforme centrale pour servir tous nos marchés, on l'a dès le départ. Et donc forcément, ça va nous aider et ça nous aide tous les jours à avoir des effets d'échelle tous les ans qui sont de plus en plus conséquents. Donc c'est l'avantage de la jeunesse, je dirais, et d'essayer de faire les choses d'un côté la jeunesse dans le socle l'exploitation de technologies qui sont nouvelles, et de l'autre côté associé à une vision et une ambition qui est très grande, ce qui nous permet d'envisager très vite, en gros, les ruptures que le système pourrait apporter, et d'investir tôt pour avoir des modèles scalables. Et l'IA générative,
On fait beaucoup de choses. Nous, on fait pas de choses sur la voix. On fait plutôt des choses aujourd'hui. On exploite beaucoup l'IA générative sur les sujets de fraude. Et on commence à la mettre sur certains métiers, notamment des métiers de service, mais c'est plus l'assistant, nos assistants, des métiers de service client de plateforme, pour aider par exemple, on a un outil où on a déversé 100% de notre socle procédural, donc c'est compliqué d'être agent dans une plateforme de service bancaire ou de service de paiement. Vous avez beaucoup de spécificités dans chaque cas, beaucoup de réglementations qui s'imposent à vous. Et donc, on a déversé dans une IA générative qui est sur maison, sur nos serveurs protégés, 100% de nos documentations procédurales, par exemple, donc procédure, mode opératoire, formation, qui permet à un agent au téléphone avec un client qui est un peu perdu par une question spécifique de poser une question très simplement et d'avoir la réponse, donc d'être beaucoup plus efficace et pertinent dans la réponse qu'il va pouvoir apporter. Donc, c'est un exemple et ça marche très bien. On voit bien que les utilisateurs apprécient, sont renforcés dans leur conviction de je maîtrise pas. Et ça nous aide à proposer un service de meilleure qualité. Super. Marie, d'autres points de vue là-dessus sur l'aspect tech? Peut-être je rebondirais sur... donc, pareil, je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit jusque-là, qui était très de bon sens. Je rajouterais donc un petit sujet sur l'AI, puisqu'effectivement, je pense qu'il y a des usages qui sont déjà très clairement identifiés, qui sont déjà mis en place, sur des sujets de conformité, etc. Je pense qu'il y a pas mal de boîtes qui aujourd'hui s'interrogent sur comment est-ce qu'on finalement on implémente l'intelligence artificielle, par quel biais, est-ce que c'est top-down, et c'est souvent top-down. Et je pense qu'une manière aussi d'arriver à faire naître de l'innovation sur un produit qui n'est pas mature, c'est-à-dire qu'il y a encore plein de choses qui vont arriver sur l'AI, personne n'est capable de déterminer tout à fait les contours aujourd'hui. Je pense que Vivid a une approche volontairement innovante où on a bien sûr une personne qui est responsable de l'AI au global, mais on a vraiment cette volonté de dire n'importe quelle personne dans la boîte est libre de tester et de réfléchir à des projets d'AI. Donc ça peut être au niveau de toutes les structures, tout le monde, il y a vraiment cette approche bottom-up de se dire tiens, moi, je sais pas, dans la créa, tiens, j'ai envie d'essayer des choses en AI. Moi, je suis sur du service client. Enfin, toutes les fonctions, en fait, de la boîte sont autorisées à tester pour pouvoir, en fait, finalement, peut-être découvrir un usage de l'AI qui n'est pas dans les usages principaux et déjà clairement identifiés, pour essayer justement de prendre une longueur d'avance sur une histoire qui est encore à écrire. Donc ça, je pense que c'est intéressant. Et on a beaucoup parlé de la tech en elle-même pour optimiser les coûts, etc. Mais je pense qu'il y a aussi des sujets de management et de structuration de boîtes. Tout à l'heure, c'était intéressant sur justement quels étaient les revenus par client. Et finalement, du fait qu'il y a une structure assez lourde en face, je pense que les méthodes de management, les méthodes de structuration des équipes jouent aussi beaucoup dans cette efficacité des néobanques en termes de coûts. Et notamment, je pense à un exemple chez Vivid, où justement, on n'a pas voulu, sur les aspects marketing growth, on n'a pas voulu fonctionner avec un budget, où on a un budget X annuel, etc., parce qu'on connaît les dérives de finalement, j'ai un budget, donc je veux atteindre mon budget, parce que sinon, je n'aurais pas le budget l'année dernière, ce genre de choses, où on a complètement détruit ça, et on a une approche beaucoup plus project-based, où justement, on va essayer d'évaluer sur chacune des actions le CAC, donc le coût d'acquisition qui va en face, pour essayer de ne pas prendre des décisions parce qu'il y a des sujets administratifs, si je peux dire, de budget, mais plutôt des approches plus efficaces. Merci Carole. Commentaire additionnel sur ce sujet ou pas? Alors, je vais essayer d'apporter un minimum de contradiction, même si je suis d'accord sur le fond, c'est que la réalité, c'est que de toute façon, on n'a pas le choix, d'utiliser la tech parce qu'on n'a pas les ressources. Donc, de toute façon, à nos échelles, assez rapidement, tu peux pas avoir des équipes de 50, 100 personnes sur un bout de process. Donc, on est obligé d'utiliser une brique tech. Après, ce que je vois et ce que j'observe et ce où j'essaie d'apporter aussi de la valeur ajoutée, c'est de ramener un petit peu de bon sens aussi, parce qu'on est dans des boîtes tech, donc on a des ingénieurs qui aiment bien aussi développer et rajouter des briques tech, et de temps en temps aussi. Alors, ça fait partie de l'ADN, et ça, je pense que c'est important de le comprendre, parce que Marie en parle un petit peu, mais ça fait déjà partie de l'ADN de toute façon de remplacer les briques au bout d'un moment, parce que on sait que ça sera pas la plus efficace.
Néanmoins, de temps en temps, j'essaye d'apporter aussi un petit peu de bon sens et de pas toujours tout refaire, ou de temps en temps, on peut juste faire les choses de façon un tout petit peu plus simple, en tout cas de façon court et moyen termiste, et de pas aussi lancer des grands chantiers, puisque plus on devient des boîtes tech et des banques, et plus intégrer des nouveaux services, ça devient aussi, ça crée de la complexité et des coûts. D'ailleurs, je pense que les acteurs traditionnels le savent bien. Donc, il faut aussi trouver cette espèce de juste équilibre entre on fait tout tech, tant mieux, et c'est génial, mais de temps en temps, on n'est pas obligé de réintégrer le dernier service à la mode ou autre, si ce qui existe fonctionne déjà aussi très bien. Donc, il y a aussi un petit équilibre à avoir, même si j'ai une casquette très tech, où on essaie de tout automatiser. Il y a juste une question d'optimisation des ressources qui doit être corrélée avec du bon sens un petit peu dans notre type d'organisation. Merci. Si l'on prend le sujet de l'international, est-ce que c'est aujourd'hui, pour ceux qui n'y sont pas encore, un passage obligé? C'est pour ceux qui y sont déjà de bonnes et heureuses surprises et des réservoirs et des gisements de croissance? Comment, chacun de son point de vue, avez-vous abordé l'international? Nous, chez Nickel, donc on est présent en Allemagne, en Belgique, au Portugal et en Espagne, en plus de la France. C'était pas le projet d'origine. Les fondateurs, ils avaient envisagé une entreprise française. Et en fait, à partir de 2019, donc l'entreprise commercialement a été lancée en 2014, on voit le potentiel commercial et le succès commercial assez phénoménal de l'entreprise, et forcément se pose la question de la pertinence de la construction à l'échelle européenne, sachant qu'à ce moment-là, il y avait déjà des acteurs type N26, Jérémy, tu commenteras, ou d'autres, qui eux s'étaient pensés directement en tant que plateforme européenne. Et donc nous, on fait ce mouvement-là, et on fait ce mouvement-là convaincu du potentiel et de l'aspect unique de notre modèle. Et on le fait avec une autre originalité, on le fait avec l'idée de vouloir dupliquer le modèle français. Et donc on fait un passporting en libre établissement de service, donc pour pouvoir proposer des IBAN, des RIB locaux à chaque fois, être vraiment implanté, construire une marque locale. Donc Nickel parle vraiment avec la même impertinence, le même militantisme et la même proximité avec ses clients dans chacune des langues, et avec cette volonté de développer un réseau de distribution. Donc forcément, c'est pas juste je lance une app traduite qui nécessite d'autres stratégies de pénétration dans le marché. Et donc ça, c'est une particularité qu'on a eue. On est aujourd'hui très content parce que le premier pays qu'on a lancé nous montre des très bons résultats. C'était l'Espagne. Maintenant, on a encore beaucoup à faire là-dedans. C'est-à-dire qu'on est encore au tout début de l'histoire. Le succès français nous donne confiance. L'Espagne nous donne confiance aussi, parce que l'Espagne est un marché globalement où les banques sont très fortes. Les banques traditionnelles, les acteurs traditionnels ont des expériences digitales très abouties et un niveau de pricing très faible. Donc, c'était un marché où nous, on s'est lancé, mais on s'est pas dit, ça sera le plus simple. On s'est dit, où est-ce qu'on se sent capable, un marché qui est suffisamment grand, où on se sent capable de réussir, et on avait trouvé des partenariats chez des commerçants. Et donc, on est très contents, ça nous rassure. Maintenant, il y a beaucoup à faire encore, et l'histoire est encore devant nous dans chacun de ces marchés. Donc, chez Nickel, on n'envisage pas aujourd'hui le lancement de nouveaux pays dans les 2 prochaines années. On veut d'abord faire bien ce qu'on est en train de faire là, et puis on verra ensuite. Sur les potentialités du modèle, par contre, elles sont assez illimitées, je pense. Mais c'est important, nous tous, là, en tant que dirigeants d'organisation, de faire des choix. Et donc, au risque de défocaliser les équipes, l'entreprise, et d'avoir des risques d'exécution sur la mise en place de notre stratégie. Quel est le poids aujourd'hui de l'international chez Nickel, peu ou prou? Sur l'acquisition, 25% de nos clients viennent les nouveaux clients viennent des marchés, des autres marchés hors France. D'accord. Et bim, un chiffre. Merci. Et vous en recrutez combien par mois? Des clients, on en recrute plus de 60 000 tous les mois. Merci Marie. L'international chez les autres, je me lance à ce moment-là. Je pense que c'est très intéressant justement de voir que donc, quand une fintech ou entreprise veut se lancer à l'international, il y a un peu des écoles. Il y a le Born Global, où je vais directement essayer d'aller penser ma boîte pour être déjà prête à se lancer sur tous les pays, et plutôt l'approche je démarre sur mon marché, puis de manière incrémentale, je vais tester
un pays puis après un autre. Effectivement, je pense qu'il y a un peu les deux sons de cloche. Chez Vivid, il y a ce côté, alors, Born Global en FinTech, c'est un peu plus difficile pour les problématiques réglementaires, mais au moins on pourrait dire Born European. Donc, il y a eu cette approche chez Vivid très très vite de faire un premier test, de voir des premiers éléments de traction, donc suite à notre pivot en B2B l'année dernière, et de se dire directement, on veut se construire comme acteur européen et donc lancer simultanément plusieurs pays. Donc, directement après les premiers mois de succès en Allemagne, on a lancé 5 nouveaux pays, donc France, Italie, Espagne, Pays-Bas, Luxembourg. Et volontairement, il y a une approche de se dire on en teste plusieurs en même temps parce qu'il y a énormément de facteurs différents dans chaque pays. Alors, bien sûr, on fait l'évaluation d'un point de vue réglementaire, la taille de marché, la maturité du produit, enfin, en tout cas, la maturité de marché, etc. Mais on se rend bien compte que quand on lance un seul un seul pays, on peut être tenté de tirer des conclusions sur les performances du pays qui pourraient être très différentes en lançant un autre. On voit, nous, chez Vivid, que les performances en Espagne et aux Pays-Bas, elles sont différentes. Pourtant, on lance quelque chose de similaire sur un schéma similaire, mais voilà, il va y avoir une adoption des produits différente, une maturité du marché, et puis ça peut aussi permettre d'évaluer parfois l'équipe locale. Parfois, il y a un go-to-market, donc la manière dont on approche le marché qui est différente et qui marche plus ou moins bien. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, on a la chance en Europe d'avoir effectivement, ce dont Marie parlait, ce passeport européen. On a un agrément dans un pays, on peut l'utiliser. Donc je pense que c'est vraiment une opportunité à ne pas louper, sachant que beaucoup de fintech finalement approchent le marché européen et donc se consolident, deviennent aussi plus solides avec cette approche européenne. Mais je partagerai quand même effectivement le fait que se penser directement un acteur international ne dispense pas de réfléchir localement sa stratégie, d'adapter son produit, au-delà de la traduction qui doit être idiomatique, etc. Ça, c'est vraiment le b.a.-ba, mais il y a effectivement l'adaptation du produit au marché. Chaque marché peut avoir des problématiques différentes. Je donne un exemple. Donc, nous, encore une fois, on est en B2B pour les petites entreprises. Voilà, il y a déjà la facturation électronique qui est live en Italie. On a déjà dû finalement faire évoluer notre produit différemment sur le marché italien du reste des marchés. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, puisqu'il y a des spécificités locales. Et c'est important d'avoir une équipe locale avec une bonne connaissance du marché et une équipe globale qui est prête à faire évoluer le produit différemment aussi. Merci. Moi, je peux peut-être écrire un bouquin entier sur l'international, parce que j'ai fait ça chez N26 avant chez Burger King, littéralement. Alors nous, on est né aussi European First, et je pense que clairement, il y a deux chemins, et chacun, il y a des avantages et des inconvénients. Ce que je vois en tout cas des deux côtés, parce que maintenant on est ce qu'il y a la vraie difficulté, c'est la contrainte des ressources. C'est-à-dire que en fait la réalité c'est que on aimerait tous avoir un produit qui est entièrement localisé avec un maximum de features, de produits sur chacun des produits. Moi, je me bats depuis le premier jour sur plein de choses. La réalité, c'est que qu'on soit né local ou qu'on soit né global, il faut trouver le juste équilibre entre du global et du local. J'avais déjà plus de cheveux quand j'ai commencé, mais littéralement, j'en aurais perdu beaucoup dans ces batailles de quelles sont les features qu'on peut lancer qui vont fonctionner sur l'ensemble des marchés. C'est une grosse partie du travail qu'on a fait chez N26, donc avec les différentes typologies d'abonnements, avec les features comme les espaces qui sont des sous-comptes ou toutes ces choses-là. Et après, ce qu'on voit et ce qu'on observe, c'est que même quand on lance un produit, qu'on essaye de structurer un petit peu de la même façon, et là on voit déjà que le même produit pour un produit d'épargne et un compte rémunéré, pour le lancer sur les core markets en Europe, c'est systématiquement quasiment faut reconstruire le produit, même si pour le client à la fin c'est le même. Et deux, ça va pas marcher de la même façon. Le compte rémunéré en Espagne, ça cartonne. En France, ça marche, mais c'est pas les mêmes. Donc on voit vraiment aussi une appétence sur les mêmes produits qui sont différentes en fonction des différents pays. Donc le vrai learning chez nous et la vraie bataille,
c'est comment est-ce qu'on optimise des ressources. Est-ce qu'il vaut mieux lancer un compte rémunéré en France versus un autre pays? Est-ce qu'il vaut mieux lancer le livret A que faire du crédit en Espagne ou en Italie? Donc, il y a vraiment cette partie-là. Ça, c'est intra-européen. Et après, on a aussi vécu aussi l'extra-européen, donc on a aussi été voir un petit peu ailleurs. Et là, il y a il y a un vrai sujet de ressources au sens large, pas que financière, hein. C'est plus aussi du temps de développeur, du temps de management pour gérer des projets globaux où là, c'est une vraie complexité. Et nous, on a fait le choix, après avoir découvert un petit peu le Brésil, découvert un petit peu les États-Unis, que finalement, le meilleur chemin pour pouvoir ensuite nous relancer plus largement en dehors de l'Europe, c'était d'abord de devenir pertinent et leader sur le marché européen pour ensuite se développer ailleurs. Ça, on le voit. Mais quand tu vas le chemin de n'importe quelle fintech qui va essayer de se développer à l'international, elle va faire 80 ou 90% de socle commun et après se développer. Mais c'est après la localisation, c'est exponentiel en termes de consommation de ressources et ça, c'est la vraie difficulté pour tous les leaders de ces boîtes-là. Maëva, Cyril, vous qui êtes aujourd'hui en France, est-ce que vous rêvez ou songez déjà à un next step hors de France? De notre côté, ouais, l'objectif c'est d'ouvrir un nouveau pays européen l'année prochaine. Après, déjà c'est très intéressant d'entendre les retours de personnes qui l'ont fait, parce que c'est quand même un challenge et du coup une crainte de se défocus, je pense, qui a été dite. Comment est-ce que j'arrive à proposer un service, un produit qui est le plus possible similaire à ce que je propose en France et comprendre le marché local que je ne connais personnellement pas et que l'équipe ne connaît pas aujourd'hui. Donc il y a tous ces enjeux-là et après c'est aussi un questionnement sur l'énergie et l'argent à mettre sur un nouveau marché. Est-ce que à quel moment c'est le bon moment et à quel moment c'est la bonne décision? On s'était plutôt donné comme point, comme objectif de lancer plutôt autour de 2024. Finalement, on a fait le choix de pas du tout avancer sur un nouveau pays qui était assez défocusant et de vraiment se concentrer sur la France où aujourd'hui on a largement une capacité de croissance largement suffisante et de se concentrer également sur le fait de réinternaliser et reconstruire toute la partie tech et réglementaire, tout ce qui est core banking dont on parlait précédemment. Et je pense aujourd'hui que c'est le bon moment, mais les choix, la façon de prendre la décision, on va dire, est une équation un peu floue aussi et un peu complexe avec plusieurs hypothèses qui est est-ce que en termes de capital et d'énergie, c'est le bon moment, sachant que j'ai un marché sur lequel je suis déjà implanté, donc je peux accélérer dessus. J'ai déjà mes coûts d'acquisition et le payback par utilisateur, donc j'arrive à le prédire. Là où un nouveau marché, j'ai plus de difficultés à prédire les coûts. Et le deuxième point, moi, c'est plutôt un coup d'opportunité sur notre segment donc de la banque durable. On a quasiment aucun concurrent en Europe. On en a un en Allemagne, et sinon on n'a aucun concurrent dans d'autres pays européens. Donc c'est vrai qu'il y a aussi un coup d'opportunité à être le premier entrant qui peut se retarder d'1 ou 2 ans sur la roadmap parce que c'est quelque chose. Finalement, on a suffisamment d'avance. Si on arrive même 6 mois après un acteur qui se lancerait sur un marché local. Par contre, je pense qu'il y a vraiment un coup d'opportunité à être le premier sur le marché et du coup à bénéficier aussi de tout l'engouement qu'il peut y avoir autour d'un acteur différenciant qui arrive sur un marché local qui ne connaissait pas cette typologie de sujet. Donc, en tout cas, voilà aujourd'hui moi mes réflexions et les objectifs d'Helios qui seront plutôt de lancer un par un. Je sais que c'est il y a généralement des lancements de 2-3 pays en même temps pour aussi avoir la capacité de visualiser. Ça peut marcher en Espagne et pas en Italie, et donc ça permet aussi de compenser. On va essayer de rester sur la même ligne de crête
qu'on a depuis le début avec Elio, c'est-à-dire focaliser sur un projet, on l'aboutit et ensuite on passera au prochain. Donc 2026, lancement d'un nouveau pays. Et puis après le succès du lancement d'un nouveau pays, on pourra réfléchir à agrandir et à répliquer aussi les méthodes, et éviter les erreurs qu'on aura sûrement faites pour pouvoir scaler sur d'autres pays. Merci. Cyril? Nous, évidemment, on a construit nos plateformes pour qu'elles soient européennes, pas plus qu'européennes, mais européennes. Sur Lydia, le service de paiement entre personnes, on a maintenant vraiment une grosse base en France, un peu plus de 8 millions de clients et une grande maturité. On a fait un certain nombre d'évolutions technologiques, fonctionnelles, philosophiques ces 12 derniers mois qui va nous permettre de lancer dans l'ensemble de la zone euro à la rentrée 2025, donc septembre-octobre. Sur la partie Sumeria, donc offre compte bancaire, là c'est encore un peu jeune et donc on a besoin de bien travailler la marque, le produit et tout ça en France au moins encore pendant un an, et pour se poser la question de savoir où et quand, mais dans tous les cas c'est évidemment dans l'ambition parce que on l'a construite comme ça. Merci. On arrive bientôt au terme de notre session. Une question pour terminer. Qu'est-ce qui va vous faire vibrer dans les 3 ou 5 prochaines années? Quels sont les gros projets que vous auriez dans les cartons, selon les cas et les situations? IPO, levée de fonds, nouvelle licence, diversification ou autre? Comment on pourrait conclure si on se donnait, de votre point de vue, une vision pour les années à venir? Okay. Nous, on a tout ça sur la carte. Donc, lancement à l'international de Lydia, obtention d'un agrément d'établissement de crédit pour Sumeria et IPO. Et donc, voilà, tout ça est dans cet horizon de 5 ans. La nouvelle licence d'établissement de crédit, c'est pour quand, Cyril? On espère fin de cette année. Ok, super. En cours. Je conclue aussi, comme ça je lance la chaîne. De notre côté, nous, l'objectif c'est accélération de la croissance en France et du coup ouverture de l'international dans les prochaines années, avec pour objectif d'être vraiment l'acteur principal de la banque durable en Europe. Et puis évidemment diversification de la gamme de produits avec un focus sur les produits d'investissement pour permettre à nos clients qui aujourd'hui font partie de l'investissement dans la transition écologique par les différents produits qu'on propose, mais du coup continuer à développer la gamme avec des produits innovants qui leur permettent de trouver aussi chaussures à leurs pieds, puis aller un cran plus loin dans la possibilité d'investir. Merci. Nous aussi, l'échelle, elle est européenne. Notre ambition, c'est vraiment de devenir un acteur majeur dans tous les pays où on s'est lancé, donc il y a encore du travail. Et puis peut-être le deuxième axe, c'est l'axe de la diversification. On a beaucoup parlé de tout ce qu'on fait sur le compte, sur le paiement, mais nous, depuis un an, on s'est lancé en partenariat parce que nos clients nous utilisent comme un compte principal, donc ils attendaient de nous de l'assurance, du crédit, plein de services qu'on n'offrait pas. Et donc on a lancé des offres avec des partenaires qui marchent plutôt bien. Donc on sent qu'on arrive aussi avec cette confiance qu'on a créée avec nos clients, à les accompagner sur d'autres métiers en utilisant l'expertise de partenaires légitimes et innovants. Et donc, c'est aussi les grands défis qui sont devant nous, faire prendre de l'ampleur à toute cette dynamique-là. J'y vais. Ok. Chez Vivid, vision assez précise aussi et droite au but. Voilà, ambition de devenir le leader de la banque pro pour les indépendants et TPE-PME en Europe. Avec justement cette approche de réfléchir à se positionner toujours de manière innovante sur la chaîne de valeur pour notre cible, pour créer
amener de l'innovation et les servir toujours mieux. Donc, c'est un peu devenir le compagnon pro tout en un en Europe. Très différent pour N26, va solidifier notre position de leader sur les principaux marchés européens, donc vraiment faire partie du top et 2 ou 3 des banques digitales, et aujourd'hui même déjà en France faire partie des plus grosses banques sur l'ensemble des marchés, et après d'ailleurs j'ai oublié de dire, mais 3 à 5 ans pour je pense l'ensemble de nos boîtes, c'est très très long. Je suis pas sûr que aucune de nos boîtes a un plan à 5 ans, c'est la réalité. Mais on va dire que oui, je pense qu'à 3 ans, nous, l'objectif aussi, c'est l'introduction en bourse. Donc, ça veut dire, le bon timing, mais ça veut surtout dire aussi continuer à accélérer notre croissance. Aujourd'hui, tu aimes bien les chiffres, on est déjà à plusieurs centaines de milliers de nouveaux clients par mois. Le but, c'est déjà de faire x2 cette année et de continuer. Et de continuer à développer nos revenus et notre profitabilité par client, parce que c'est les 2 facteurs qui sont clés pour une IPO, et rendre les employés heureux d'une startup après une IPO. Super, en tout cas un grand merci Cyril, Jérémy, Carole, Marie et Maëva d'avoir participé et animé brillamment cette heure et demie ensemble dédiée aux néobanques, mais pas que. Il y a plein de messages subliminaux également qui ont été passés à cette occasion. En tout cas, on peut nous souhaiter, et vous souhaiter en particulier, un avenir durable, le plus pérenne, le plus responsable possible. Par les temps qui courent, ça ne fait évidemment pas de mal. Merci à toutes les personnes qui ont assisté à ce webinaire qu'on mettra évidemment en ligne et que vous pourrez regoûter, revisiter goulamment, puisqu'on ne s'en lasse pas. La saga des néobanques continue inlassablement et j'espère que vous serez durablement, encore une fois, dans le fameux paysage des néobanques, même si l'on sait que la lutte est acharnée. Il y a toujours des disrupteurs qui veulent disrupter les premiers venus, mais je sais que votre sagacité et votre énergie pourra faire la différence. En tout cas, ce fut un plaisir également de vous accompagner à cette occasion. Et puis, je ne peux que vous dire à nouveau bientôt. Merci à nouveau. Merci. Au revoir, merci. Merci.